Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger un extrait d'épreuve centrale donné dans la filière PSI en 2010 et dont le titre général était l'holographie, et c'est une partie qui traite du laser. Donc on voit bien que le thème du laser, s'il est officiellement au programme dans la filière PC, peut concerner également d'autres filières comme la filière PSI ou même la filière MP. Et donc j'ai décidé de corriger cet extrait d'épreuve d'électromagnétisme qui s'intéresse au fonctionnement d'un laser hélium-néon. Bien sûr, au premier titre, ça intéresse ceux qui sont dans la filière PC, qui ont explicitement le laser à leur programme. Donc cet extrait d'épreuve va nous parler de cavité électromagnétique, on va retrouver les modes propres. Et puis surtout, la partie la plus intéressante, c'est après, c'est qu'on va retrouver la nécessité d'un pompage optique pour pouvoir procéder à une amplification dans la cavité laser. Et donc c'est ce qu'on va mettre en équation tout à l'heure. Et bien sûr, on peut faire une analogie entre cet oscillateur électromagnétique qui est le laser, comme le laser hélium-néon dont il est question ici, et les lasers en électronique. Donc dans la filière PC, on a explicitement au programme le laser, l'oscillateur à Pontevin. Et là, il y avait un autre oscillateur électrique avec lequel on pouvait faire une analogie avec le laser. Alors je ne vais pas corriger cette partie sur l'électronique, bien que ça pourrait être très intéressant également. On va s'intéresser uniquement à la partie électromagnétique, donc décrire sommairement le fonctionnement d'un laser et voir la nécessité du pompage optique d'une autre manière que ce qu'on a déjà fait dans notre série de vidéos de cours sur le laser en faisant le bilan d'énergie dans la cavité laser. Là, on va voir, c'est traité un petit peu différemment, vraiment dans le formalisme de l'électromagnétisme. Donc les premières questions, on va les passer très rapidement, elles sont très simples. Donc je suis dans la partie 2A1 petit a. Donc rappelez une expérience historique permettant de conclure que l'énergie d'un atome est quantifiée. Comment nomme-t-on l'état de plus basse énergie et les autres? Donc on peut modéliser le laser sommairement par un système à deux niveaux, avec des populations N1 dans le niveau 1 et N2 dans le niveau 2. Donc le niveau d'énergie le plus basse, c'est le niveau fondamental. Les niveaux d'énergie supérieurs, ici il n'y en a qu'un, c'est les niveaux excités. Et donc historiquement, comment on a su que les niveaux d'énergie dans l'atome étaient quantifiés? C'est parce qu'on observait des spectres de raies. On sait que par désexcitation d'un électron qui passe de E2 à E1, il émet un photon, et que ce photon a une fréquence bien précise, une longueur d'onde bien précise, qui est bien sûr reliée à la différence d'énergie entre ces niveaux. Donc le spectre de lampes spectrales comme le mercure, le sodium, toutes ces lampes à vapeur atomique, ce sont des spectres discrets. Quand tu prends un réseau, tu as des raies bien particulières, tu n'as pas un spectre continu comme le spectre du corps noir. Donc ça montre que les niveaux d'énergie sont bien discrets dans l'atome. Et donc c'est historiquement ça qui a donné la puce à l'oreille aux physiciens. Donc on parle de spectre de raies, donc les niveaux sont quantifiés, ils sont discrets, donc par opposition à un spectre continu comme le spectre du corps noir. Petit 2, donc on considère deux niveaux, et donc on nous demandait de calculer la longueur d'onde associée. Donc on nous donnait la valeur en énergie de ces niveaux en électronvolts. Et donc, on peut faire le calcul, sachant que 1 électronvolt, c'est 1,6 moins 10 puissance moins 19 joules. Donc, il fallait bien sûr mettre les énergies en joules. Et donc, on tombe bien sûr sur la longueur d'onde du laser hélium-néon, 633 nanomètres. Alors, tu sais que le visible, c'est entre 400 nanomètres et à peu près 750 nanomètres. 633 nanomètres, on est déjà dans le rouge. Donc, c'est un laser rouge, un laser hélium-néon. Ensuite, on te parle donc des populations dans les niveaux 1 et 2, les populations d'atomes qui statistiquement sont proportionnelles à ce facteur exponentiel moins EI sur KBT. Donc ça, c'est la loi statistique de Maxwell-Boltzmann que tu as déjà rencontré dans le modèle de l'atmosphère isotherme, où tu trouves que la pression dans l'atmosphère est proportionnelle à exponentielle moins mgz sur KBT pour une molécule, m la masse d'une molécule. Donc ça fait exponentielle moins EP sur KT. Donc ce facteur de Boltzmann, c'est toujours une compétition entre l'aspect mécanique, l'aspect thermodynamique. L'aspect mécanique qui veut que normalement, il n'y a qu'au minimum d'énergie. Tous les atomes devraient être au minimum d'énergie dans l'état fondamental. Mais à cause de l'agitation thermique, et plus la température est grande,
plus la probabilité d'accéder à des niveaux d'énergie élevés est importante. Donc ça se traduit mathématiquement par un facteur de Boltzmann. Tu dois connaître le nom de cette exponentielle, ça s'appelle le facteur de Boltzmann. Donc à chaque fois qu'un phénomène physique, et c'est très fréquent, est régi par une exponentielle de ce genre, on parle de statistique de Boltzmann. Le coefficient alpha, on ne le demandait pas ici, mais on peut le trouver par une condition de conservation de la matière ou de normalisation de la probabilité. Alors, sans connaître le coefficient alpha, on pouvait calculer le rapport des populations. Donc N2, c'est le nombre d'atomes sur l'état excité, N1 sur l'état fondamental. Donc on s'affranchit de alpha en faisant le quotient, ça fait exponentielle E1 moins E2 sur KBT. Et on trouvait à température ambiante 10 puissance moins 33, donc ça veut dire que pratiquement il n'y a aucun atome ou très peu sur l'état excité, ils sont tous dans l'état fondamental. La température n'est pas assez élevée étant donné la différence d'énergie pour amener suffisamment d'électrons dans l'état excité, d'atomes dans l'état excité. Et donc, on va voir que pour réaliser un laser, et là je te renvoie au cours plus détaillé sur le laser, il faut réaliser donc ce qu'on appelle une inversion de population, c'est-à-dire qu'il faut que la population la plus élevée se situe dans le niveau élevé, et pour ça, il faudra faire un pompage optique, mais ça, on va le revoir dans la suite de l'épreuve. Tout ça, c'était pour préparer les choses. Alors, maintenant, on va parler de cavité électromagnétique. On va retrouver les modes propres de la cavité électromagnétique. J'ai un tout petit peu modifié l'énoncé parce que je me suis dit que c'était un petit peu dommage de ne pas retrouver l'expression ici de la fonction f de x. Bref, quand on a un laser, le laser, c'est une onde électromagnétique stationnaire qui, donc on peut le voir comme une superposition en première approximation d'OPPH qui font des allers-retours dans la cavité. Ce miroir étant parfaitement réfléchissant, celui-là, il n'est pas totalement réfléchissant, ce n'était pas dit dans l'énoncé, mais en fait, il laisse passer une partie du faisceau et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on récupère là le faisceau laser. Alors le coefficient de réflexion, il peut être pratiquement de 99%. Voilà, on va laisser passer 1% de l'amplitude du signal, du champ électrique, et ça va suffire à récupérer du laser. Et donc là-dedans, on a un milieu amplificateur et donc l'onde électromagnétique qui fait des allers-retours. Alors, on a mis un système d'axes X comme ça, Y comme ça, et on part d'une onde E de X et de T, 2E0 sinus oméga T, F de X, EY. Dans le texte, c'était déjà un sinus KX. Moi, je me suis dit qu'on pouvait peut-être redémontrer le fait qu'ici, on ait un sinus KX. Bon, tout d'abord, tu vois que tu as un produit séparé d'une fonction du temps et d'une fonction d'espace, f de x, g de t. Et donc, ça, c'est le signe qu'on a une onde stationnaire. Donc, une onde stationnaire, produit séparé. Donc, ça veut dire qu'on peut annuler, par exemple, la fonction f de x à certains endroits. On va retrouver les modes propres. Donc, ce qu'on appellerait les nœuds de la cavité ou les ventres quand f de x est maximum. Donc, chaque fois que tu as ce produit séparé, ce sont des ondes stationnaires. Alors, pourquoi f de x, c'est une fonction sinusoïdale? Comment on peut le retrouver? Donc, évidemment, dans la cavité, en supposant le milieu assimilable au vide, on a l'équation de D'Alembert. Le champ électrique vérifie l'équation vectorielle de D'Alembert. Le champ est polarisé selon EY, donc ça veut dire le champ il est vertical, il dépend de x, mais il est polarisé selon EY. Cette équation, on peut donc la projeter, en fait c'est trois équations, mais qu'on peut projeter sur x, y et z. Le Laplacien de EY, maintenant on se ramène au Laplacien d'un champ scalaire. Le Laplacien de EY, voilà, je fais tout ça pour te rappeler toutes ces petites notions. C'est d de EY sur dx2 plus d de EY sur dy2 plus d de EY sur dz2. Donc ça, c'est le Laplacien de EY, mais EY dépend de x. Alors attention, hein, la faute fréquente quand on prend le Laplacien d'un vecteur, c'est de croire que les coordonnées du Laplacien du vecteur, c'est d de x sur dx2, d de y sur dy2, d de y sur dz2. Bien sûr, c'est faux. Il faut bien prendre le Laplacien de chaque coordonnée, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on voit ici que
le champ est selon EY, mais il dépend de X, donc on ne confond pas la dépendance du champ et sa direction, hein. Ce sont deux choses qu'il faut vraiment que tu sépares dans ton cerveau, il faut que tu crées des petites cases. Quelle est la direction du champ? De quelle variable dépend-il? Ce sont deux notions complètement indépendantes. Et donc, si on reporte tout ça dans l'équation de D'Alembert, on dérive deux fois ça par rapport à x, donc on va dériver uniquement la fonction f. Donc on aura 2e0 sinus oméga t f seconde de x moins 1 sur c carré. Si on dérive deux fois ça par rapport au temps, dériver deux fois le sinus, à faire moins oméga carré sinus. Donc voilà, il va y avoir pas mal de simplifications. F de x égale à 0, donc on simplifie. Le sinus oméga t, le 2, etc. Et on se ramène à une équation en x qui ressemble à l'équation de l'oscillateur harmonique, mais la variable, ce n'est pas le temps, la variable, c'est x. Donc là, je t'encourage à utiliser de bonnes notations. On va noter bien sûr k carré égale oméga 2 sur c2. On retrouve l'équation de dispersion dans le vide. Donc f seconde de x plus k carré f de x égale 0. Donc les solutions, il faut savoir les écrire directement. A cosinus kx plus b sinus kx. Et les deux constantes d'intégration a et b, il faut les trouver en appliquant les conditions aux limites. Donc là, on n'est pas encore tout à fait dans l'énoncé tel qu'il était donné, puisque je me suis rajouté cette petite difficulté de trouver la fonction f de x. Pourquoi c'est un sinus? Eh bien, alors là, il faut utiliser les conditions aux limites d'un champ électrique sur un conducteur parfait. Alors, pour ça, il faut les relations de passage du champ électrique entre deux milieux. E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 vecteur n de 1 vers 2. Donc, cette relation nous dit que quand on passe du métal, donc on va dire que le milieu 1 c'est l'intérieur du métal, le milieu 2 c'est le vide ou l'air, c'est l'intérieur de la cavité. On sait que pour un métal parfait, le champ à l'intérieur est nul, parce que l'épaisseur de peau tend vers 0, parce que la conductivité tend vers l'infini. Donc le champ E1 est nul. Or, cette relation impose une continuité de la composante tangentielle du champ électrique. Donc ça veut dire que le champ E2, comme il est tangentiel, alors pour ça il faut bien regarder la direction de polarisation du champ, il est selon EY, donc il sera nul également en x égale 0 et aussi en x égale L, c'est-à-dire sur l'autre miroir. Donc en x égale 0, le fait que le champ soit nul, ça implique que grand A vaut 0, parce que cosinus vaut 1, sinus vaut 0. Donc ce terme est nul, donc on se retrouve bien avec sinus kx, et puis la constante multiplicative, on le fait rentrer ici, dans la constante multiplicative 2E0. Alors pour retrouver les modes propres de la cavité, on va se servir du fait qu'on a également un nœud ici de champ électrique pour la même raison en x égale L, et donc on se retrouve avec E de L et de T est égal à 2E0 sinus oméga T sinus KL EY, et donc ça vaut 0, quel que soit T, donc c'est forcément le sinus qui s'annule, ça ne peut pas être les autres termes de ce produit. Donc sinus KL égale 0, comme d'habitude avec les ondes stationnaires, les conditions limites, on les fait porter sur la partie spatiale de l'onde. Allez, on dessine un petit cercle trigo. Donc ça veut dire que KL est multiple de pi. Et donc K c'est 2pi sur lambda, L égale NP. Donc on retrouve que la longueur de la cavité, c'est un multiple de la demi-longueur d'onde. Et puis, on retrouve aussi toutes les pulsations propres. K, c'est aussi oméga sur C. Donc, on retrouve que oméga n, c'est n pi c sur L. Donc, les pulsations propres de la cavité. Donc, ça, c'est aussi 2pi fois nu n. Et donc, on retrouve les fréquences propres de la cavité, les modes propres de la cavité. Donc, nc sur 2L, toutes multiples entiers du fondamental.
D'ailleurs, après cette vidéo, je vais enchaîner avec une autre vidéo d'un extrait de concours ENS, École normale supérieure, un petit peu plus difficile, qui reprend tous ces calculs-là au début. Et on va étudier les conditions d'oscillation d'un laser. Donc voilà. Donc on retrouve les modes propres de la cavité, toutes multiples entiers du fondamental. Et donc la fréquence du laser, généralement, c'est pour un laser monomode, un mode propre particulier. Pour un laser dit multimode, on peut avoir plusieurs fréquences en fait dans la cavité. Bon, généralement, ces modes propres sont très resserrés entre eux, mais on n'a pas forcément un laser monomode. Bon, tout ça, c'était pas demandé, hein. Voilà, donc voilà l'interprétation de lambda n. Donc lambda n, c'est 2L sur n. Alors l'interprétation physique, c'est un petit peu comme la corde de Meld. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise en PC. Donc quand n vaut 1, la longueur, c'est une demi-longueur d'onde, etc. Et pour le mode n, en fait, l'onde stationnaire, on peut la représenter comme ça. Donc on a 2 nœuds aux 2 bouts. Donc là, par exemple, j'ai fait 4 fuseaux. Donc ça, c'est n égale à 4. Donc c'est le mode propre numéro 4. Alors, la partie la plus intéressante nous attend. C'est celle qui concerne donc la nécessité d'un pompage optique, la nécessité d'une amplification dans la cavité, comme pour un oscillateur électrique, donc pour créer des oscillations laser, pour entretenir les oscillations laser, parce qu'il y a des pertes. Il y a des pertes dans le milieu amplificateur, il y a également surtout des pertes parce qu'une fraction du faisceau laser sort par le miroir M2. Il faut bien faire sortir la lumière, sinon voilà, le laser, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je saute dans cette correction toute la partie concernant l'oscillateur électronique et je passe directement aux questions qui reviennent sur la nécessité d'un milieu amplificateur, la nécessité d'un pompage optique. Donc on nous dit qu'on considère une onde plane progressive amortie se propageant dans le sens des X croissants à l'intérieur de la cavité avec donc un vecteur K qui est complexe, un vecteur d'onde qui a une partie réelle, une partie imaginaire, et on nous demande dans le cas général quels sont les signes de K' et de K secondes. Alors tout d'abord, bon, ce qu'on va faire, c'est simplement réinjecter l'expression de K dans cette onde plane amortie polarisée rectilignement. Donc ça, c'est la manip standard sur les ondes. Bon, c'est sûr, les PC étoiles, ils sont plus peut-être habitués à ce type de manipulation que les autres filières, quoique. Voilà, c'est vraiment des techniques standards sur les ondes. Et donc là, on sait que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. JJ, ça fait -1, donc on va sortir tout ce qui est réel. Donc ça fait exponentielle, donc attention au signe. Là, on a moins, donc ça, on va rester avec un plus. K seconde x exponentielle j K'x moins oméga t. Vecteur EY. Attention, vecteur égale vecteur, il ne faut pas oublier les vecteurs unitaires. Donc, voilà l'expression du champ électrique. Bon, alors, l'onde se propage dans le sens des X croissants. Donc, K' est nécessairement positif. Ensuite, on veut une onde qui est amortie dans son sens de propagation. Donc, ça veut dire que voilà, si je représente l'onde à un instant donné, dans le sens des X croissants, elle se propage. Elle a des enveloppes exponentielles décroissantes. Donc, ça signifie que K seconde est négatif. Bon, évidemment, avec une solution de ce type, on peut aussi prendre un K' négatif. À ce moment-là, K seconde sera positif. On aurait une onde qui est amortie dans le sens des X décroissants. Pour que le laser puisse exister, quel doit être le signe de K seconde? Alors, nous, on veut au contraire non pas une onde amortie dans son sens de propagation, mais on veut une onde amplifiée dans son sens de propagation. Alors ça nous fait penser un petit peu à l'oscillateur. Tous les oscillateurs, quand on veut faire naître des oscillations, donc j'ai fait ça dans les vidéos sur l'oscillateur à Pont-de-Vigne, où on fait naître en direct les oscillations. Voilà, c'est la maternité de l'oscillateur, des oscillations. Et donc on voit ça, je te renvoie à ces vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil. Donc c'est exactement ce qu'on veut ici. Donc nous, avec un K' positif, on veut aussi un K seconde positif pour que K seconde, en fait, ce soit un coefficient d'amplification.
et non pas un coefficient d'atténuation. Alors, la mécanique quantique permet de modéliser le milieu situé entre les miroirs par un milieu diélectrique de permittivité epsilonaire. Alors, voilà, on n'étudie plus dans les nouveaux programmes les milieux diélectriques, donc les milieux isolants, mais voilà, on nous demande d'admettre qu'on a une permittivité complexe de ce type. Alors, voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que cette épreuve est intéressante, parce qu'elle permet de faire le lien avec permittivité complexe, indice complexe, etc. Donc, comment trouver K' et K seconde, parce que c'est ce qu'on va nous demander après, pour justifier ce qu'on appelle donc l'inversion de population. La permittivité complexe est reliée à l'indice complexe. On va démontrer que epsilon r, c'est l'indice complexe au carré. Et l'indice complexe est relié au vecteur d'onde complexe. Donc à chaque fois qu'on a un milieu d'indice n, réel ou complexe, on passe du vide à ce milieu d'indice n en multipliant le vecteur d'onde dans le vide, c'est-à-dire oméga sur c, par la valeur de l'indice. Donc si on a un indice qui a une partie réelle, une partie imaginaire, voilà, ça nous permet d'identifier K' et K seconde. K', donc la partie réelle du vecteur d'onde, et K seconde, la partie imaginaire. Donc on voit un petit peu le lien qu'il y a entre cet indice. Bon, on ne parlait pas de l'indice ici, mais je pense que c'est bien de rebrasser un peu toutes ces définitions pour un peu avoir une vue d'ensemble. Pour les PC qui ont à traiter les coefficients de réflexion entre un plasma et l'air ou entre un métal et l'air, voilà, savent que pour unifier tous ces coefficients de réflexion, on définit l'indice complexe du métal, l'indice complexe du plasma. Et donc tout ça, c'est aussi lié à la définition de epsilon r. On peut unifier un peu tous ces milieux dans un même formalisme avec cette notion d'indice complexe et qui est directement relié à la permittivité complexe. Alors d'où ça vient tout ça? Eh bien si on admet, alors ça il faut l'admettre, qu'en complexe, l'équation de D'Alembert est modifiée en multipliant la permittivité par cette permittivité relative, qui ici est complexe. Donc le champ électrique dans la cavité, dans le milieu amplificateur, en complexe, va vérifier cette équation-là. Donc on a simplement multiplié ici par epsilon r, qui est un facteur sans dimension qu'on appelle la permittivité relative. Et le produit epsilon 0 epsilon r, c'est la permittivité absolue, qui ici sera complexe. Donc le fait qu'il y ait une partie imaginaire, ça prouve qu'on est dans ce qu'on appelle soit une zone d'absorption, en tout cas c'est même une zone ici d'amplification, comme on va le voir. Mais voilà, le vecteur d'onde, il a une partie imaginaire qui est non nulle. Alors, comment retrouver le lien là, epsilon r égale n au carré? Eh bien, simplement, c'est qu'on sait que dans un, voilà, epsilon 0 mu 0, c'est 1 sur c carré. Donc, on pourrait écrire ça, moins n carré sur c carré, d2e sur dt2 égale au vecteur nul. Donc, pourquoi j'ai modifié l'équation de D'Alembert comme ça? Parce qu'on sait que dans un milieu d'indice n, la vitesse de phase, c'est c sur n, donc 1 sur c carré est transformé en n carré sur c carré. Et donc là, on voit l'identification avec epsilon r, n carré égale epsilon r. On peut le retrouver également avec l'équation de dispersion. Donc on va avoir K2 égale à donc, epsilon r sur c carré, donc fois oméga carré, c'est-à-dire donc N2 oméga 2 sur C2. Donc dans tous les cas, qu'on introduise l'indice complexe ou qu'on ne l'introduise pas, on voit que pour trouver K, il va falloir prendre donc epsilon r à la puissance 1/2. Donc 1 plus G N1 moins N2. Alors epsilon r, il est complexe, hein, on ne l'a pas oublié. Mais bon, on va faire un développement limité, formule du binôme à l'ordre 1. Parce que voilà, le terme ici, il est supposé être très petit devant 1. Et donc tout ça à la puissance 1/2. Et donc comme très souvent dans ce type de calcul, donc là c'est la partie un peu technique de l'épreuve, on va faire un développement limité. Et donc on va avoir K très peu différent de
oméga sur C, donc le vecteur d'onde dans le vide, 1 plus 1 demi de G, donc N1 moins N2 sur oméga 0, donc 1 sur... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite séparer partie réelle et partie imaginaire en multipliant par le complexe conjugué du dénominateur, parce qu'il va falloir qu'on identifie K' et K secondes, donc moins J gamma, le tout sur le module carré, donc on élève la somme des termes au carré, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc sous cette forme-là, ça va être assez facile d'identifier K' et K secondes. Donc à l'ordre le plus bas, K' vaudra environ oméga sur C, c'est-à-dire K0. On va négliger le terme d'ordre 1, ici on se limite au 1 ici parce que c'est le terme le plus important. Par contre pour la partie imaginaire, le J il est là, on est obligé donc de garder ce terme-là qui est d'ordre 1. Donc on voit que K seconde est beaucoup plus petit que K', donc on aura environ égal à 1 demi de G. Et toute la physique va être contenue dans le signe de cette parenthèse, comme on va voir. Donc on a un moins devant sur oméga 0. Donc facteur de gamma divisé par oméga 0 carré. Voilà. Alors, l'amplification, et là, toute la physique, hein, comme très souvent en électromagnétisme, il faut parfois faire pas mal de calculs avant d'extraire un petit truc de physique à la fin, si j'ose dire. La physique coûte cher en électromagnétisme. Donc, il nous faut un K seconde positif pour l'amplification. K' est positif. Donc, il faut que cette parenthèse soit positive, puisqu'il n'y a que cette parenthèse qui peut changer de signe. Et donc, il nous faut N2 plus grand que N1. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécessité de l'inversion de population par pompage optique. Pompage, ce qu'on appelle électrique ou optique. C'est-à-dire que le milieu amplificateur, il faut lui communiquer de l'énergie pour amener donc les atomes d'un état bas vers un état haut et pouvoir produire après ce qu'on appelle donc l'émission stimulée de photons, parce que les photons émis par émission stimulée ont des propriétés particulières de cohérence de phase entre eux, de polarisation, etc. Si tu veux en savoir plus, je te renvoie au cours complet sur le laser. Mais donc ça, c'est ce qu'on appellera l'inversion de population. On a vu tout à l'heure qu'à l'équilibre thermodynamique, c'est l'état d'énergie le plus bas qui est le plus peuplé. Et nous, on veut qu'au contraire, eh bien, ce soit l'état d'énergie le plus élevé qui soit le plus peuplé. Et ça, pour ça, il faudra fournir de l'énergie au système. De la même manière que dans un oscillateur électrique, même s'il n'y a pas de générateur basse fréquence, le truc, il oscille tout seul. Mais attention, il faut lui fournir de l'énergie pour compenser les pertes. Et lui fournir de l'énergie, c'est au travers des alimentations, des amplificateurs opérationnels, des amplificateurs linéaires intégrés. Voilà, donc ce résultat, il est assez joli. Et voilà en particulier pourquoi j'ai souhaité corriger cette épreuve avec mes élèves et donc avec ceux qui nous suivent sur e-learning physique. On va faire une épreuve de NS, ça va être un petit peu plus difficile, mais ça va être un peu la suite logique de ce truc-là sur la cavité laser. Et encore une fois, ça peut intéresser absolument toutes les filières. C'est une belle application des lois de l'électromagnétisme. À bientôt.